Eh bien, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu penses du festival? Eh ben, c'est un super cadre. Je suis très très honorée d'avoir été invitée cette année pour le polar, pour le festival Polar et Aventure Méditerranée. Et vraiment, comme je disais avec Léna juste avant, on a rarement un aussi bel accueil en tout cas, avec une ambiance très chaleureuse, très familiale. Et je pense qu'on est très content d'avoir voilà du temps de discuter entre auteuristes le soir après, avec un magnifique paysage de la mer en fond. Et non, vraiment, on a un super accueil. Je passe un très bon moment. C'est la première fois que tu viens ici? Oui, c'est la première fois. Et ça te fait quoi de faire un festival sur un bateau? Ah bah c'est quelque chose. Hein, là, quand on m'a vendu ça, j'étais un peu sceptique au départ, mais le cadre est assez incroyable et historiquement, disons qu'il y a un cachet certain. La visite guidée d'hier, je pense, nous a beaucoup inspiré, chacun de notre côté, sur pourquoi pas partir sur des histoires maritimes. Quels sont tes univers? T'es plutôt fantastique, fantasy, science-fiction? Alors moi de base je suis surtout fantasy. J'ai grandi dans les univers de jeux de rôle parce que mes parents se sont rencontrés sur un plateau de Donjons et Dragons. Donc dès mon plus jeune âge en fait j'ai partagé des parties de jeux avec mon père qui m'a initié à Baldur's Gate et Baldur's Gate 2 à l'époque. Et ensuite qui m'a mis Bilbo le Hobbit dans les mains dès que j'étais en âge de lire. Et donc j'ai grandi avec tous ces univers fantasy. Il n'y a pas eu Warhammer? Non, Warhammer c'était mon frère. On en parle sans arrêt de ça. C'est mon frère qui est tombé dans Warhammer. Moi, je suis passée un petit peu au travers. Donc voilà, ça a été un petit peu naturellement que je suis après retombée moi-même sur mes pattes sur de la fantasy. Et c'est vrai que quand j'étais jeune, j'étais aussi grosse lectrice, donc je suis passée par tout ce qui était Eragon, etc. Et voilà, j'ai voulu mettre ma patte dedans. Et au final, bah, j'y suis toujours. Et c'est ça qui t'a influencé dans tes ouvrages ou Oui, en partie, disons que le côté world building où vraiment on n'a pas de limite et on crée l'univers de A à Z avec des nouveaux peuples et où on va intégrer des problématiques sociales également. Ça a toujours été quelque chose qui m'a tenu à cœur. J'ai beaucoup été influencée aussi par les œuvres de Mireille Calmel qui écrit des... Alors elle écrit plutôt de l'historique pour le coup, mais qui va mettre en scène beaucoup de personnages féminins. Donc ça a été aussi un peu la scission, parce que c'est vrai que les œuvres fantasy avec lesquelles j'ai grandi étaient fortement influencées masculines. Et ça m'a permis de trouver un équilibre entre les deux. peux-tu nous présenter tes ouvrages? Oui. Donc j'ai deux sagas. J'ai commencé par les Chroniques des Fleurs d'Opale que j'ai commencé à écrire en 2006. Même si elles sont sur le papier que depuis 2017. Donc c'est une saga de fantasy avec des dieux qui aiment beaucoup se mêler des affaires des mortels. Leur existence est admise et surtout ils contrôlent le destin de tous les êtres mortels sur le continent. Et disons que les mortels ne sont pas forcément enchantés de ça, que certains veulent prendre un peu plus leur liberté. Et donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui est destinée à devenir une déesse à son tour et qui cherche absolument à se dépêtrer de ce destin dont elle ne veut pas. Et de l'autre côté, on a Persona, donc qui est la saga que j'ai publiée chez Hachette Roman. Les deux premiers tomes sont sortis en 2023. Et là, on est sur complètement une autre époque. On est sur de l'Antiquité romaine pour le coup. J'ai beaucoup apprécié la mythologie quand j'étais plus jeune. Et donc j'ai poursuivi un petit peu dans ces ambiances-là, très chaleureuses et très lumineuses. Et sur ce coup, on est sur du young adulte, donc des vieux adolescents, on va dire, qui se retrouvent embarqués dans une mission parce qu'avec leur pouvoir magique, avec leur pouvoir de lumière, ils vont devoir kidnapper un prince. Cette fois, c'est pas la princesse qui a besoin de se faire sauver d'un mariage arrangé, c'est un prince dont on ne sait rien et il va falloir échafauder tout un plan pour aller le kidnapper et surtout rester en vie. Tout à l'heure, quand tu m'as parlé des histoires de tes livres, j'ai trouvé ça intéressant. Les couvertures aussi sont bien. J'aime bien la personne qui tient deux masques dans sa main. Oui. J'ai bien aimé. Bah, en fait, Andrea est persona, c'est-à-dire qu'Andrea peut changer d'apparence avec des masques, parce que le mot persona, c'est le nom des masques dans l'Antiquité, qu'on utilisait dans les amphithéâtres, à la fois pour amplifier la voix et pour donner un rôle aux actrices dans la scène. Donc au final, ça recoupait pas mal avec le don qu'Andrea possède. Et en fait, chaque personnage justement qui possède un nom a un nom particulier qui est relié à une étymologie latine en particulier. Et est-ce que tu as des idées pour d'autres livres? Oui, là je suis en train d'écrire un nouveau roman qui sera édité normalement fin 2025, où là on est sur une ambiance alsacienne début XXe siècle, donc début de l'industrialisation, etc., art nouveau, et où les dragons sont des petits familiers artisans
Donc ils nous aident à concevoir nos villes et notre technologie. Et du coup, ça va être aussi encore un univers très lumineux et très coloré, avec une ambiance un peu Ghibli pour le coup. Et, C'est des dragons qui... c'est des petits dragons, ouais. C'est-à-dire que les humains ont chacun un familier, chacun grandit avec un dragon qui va le suivre toute sa vie. Bon, généralement, les dragons sont accordés à la personnalité de son maître. Les maîtres ne peuvent parler qu'avec leurs dragons, ils peuvent pas parler aux autres dragons. Donc il y a vraiment un côté très complicité, très familier entre eux. Et c'est l'histoire d'un jeune homme qui est destiné à devenir concepteur de vitraux, sauf qu'il est dyspraxique, donc il est très 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 maladroit. Mais il tient absolument à suivre les pas de son père. Et il a une petite dragonne toute mimi, toute rose, qui s'appelle Brodevert, et qui, elle, est beaucoup trop bavarde et beaucoup trop hyperactive. Et du coup, ils vont essayer disons qu'ils ont créé une très très grosse bêtise dans la capitale d'Arc-en-Flamme et qu'ils vont devoir résoudre un petit peu les problèmes qu'ils ont créés. Ah, mais c'est lié aux légendes d'Alsace ou c'est ultra inspiré? Disons, là, ça va être vraiment l'inspiration de l'ambiance. Sur le côté très coloré, par exemple, c'est une ambiance qu'on retrouve justement dans Kiki la petite sorcière, un peu entre l'architecture, les fêtes, voilà, on va retrouver des bretzels, des chouquettes, toute cette ambiance-là, un petit peu chaleureuse au final. Pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire? L'imaginaire, c'est à la fois un moyen de s'évader d'une réalité qui est parfois un peu compliquée, mais en même temps de pouvoir faire passer des messages et des idées qui sont toujours reliées à certains faits d'actualité, donc disons de reporter ces événements-là pour permettre de faire réfléchir dans un autre cadre. Et je pense que tout ça nous permet individuellement d'évoluer ou en tout cas voilà de réfléchir sans avoir à lire des essais politiques ou quoi, mais de toujours garder cet aspect divertissement sans perdre de vue aussi voilà ce que la lecture peut nous apporter d'un point de vue d'évolution individuelle. Et pour toi, l'imaginaire t'apporte quoi dans la vie de tous les jours? Ça te permet de déverser un petit peu toutes les idées que j'ai dans ma caboche un peu trop pleine. Parce que j'ai tellement grandi dans ces mondes imaginaires, plein de couleurs, plein de rêves et plein de créatures fantastiques que j'avais besoin de développer mes propres imaginaires et d'en faire un peu mes propres versions également. Voilà, des choses qui peut-être me ressemblaient davantage. Et donc ça permet de couper un petit peu d'un quotidien un peu... voilà, répétitif, parfois un peu gris et parfois un peu déprimant, surtout très très déprimant, d'aller explorer et vivre plein d'autres aventures avec des personnages en couleur. Quelle est la limite de l'imaginaire? Il doit y en avoir, mais plus à l'échelle individuelle, je pense. On a tous nos limites parce qu'on a tous nos vécus bien à part. Et je pense que c'est dans la pluralité des imaginaires, par contre, justement, on repousse les limites. À mon avis, même... alors, je ne suis pas autrice de science-fiction, mais je pense que ce sont des genres qui peuvent justement repousser les conceptions de notre avenir. Donc au final, la limite, je pense que c'est celle qu'on se met à nous-mêmes, mais on n'est pas à l'abri que notre voisin pourra aller toujours plus loin. Donc au final, je pense que c'est les barrières qu'on se met à nous-mêmes plus que des limites conceptuelles de manière générale. Et pour toi, qu'est-ce que tu penses de la place de l'IA dans l'écriture? Effectivement, pour rien au monde, je ne remettrais cette passion de l'écriture à une IA parce que c'est déjà tellement cher payé de se libérer du temps pour pouvoir écrire que, en plus, se dire qu'on donne ce privilège de création à une machine, ça ne me plaît pas forcément. Après, je pense que il faut évoluer quand même avec son temps et prendre en considération l'existence de ces machines parce que sinon on fait fausse route à se dire que à les mettre de côté et à les ignorer également. Pourquoi pas éventuellement peut-être pour les aspects de recherche à la limite si on veut aller plus loin dans des recherches et gagner du temps. Pourquoi pas, mais c'est vrai que j'en vois pas l'intérêt dans le processus d'écriture même. Parce qu'on perd la patte artistique et individuelle de chacun. Le sentiment de faire une recherche et de trouver ce qu'on cherche. Oui, c'est ça, mais à la limite, effectivement, peut-être plus avoir des pistes et puis nous-mêmes aller explorer plus loin. Mais moi, je suis tellement attachée à la recherche que je suis très très heureuse de passer des soirées entières à décortiquer des livres qui sont numérisés sur Google Docs, mais des livres qui datent des années 60 ou même bien avant, mais sur des sujets complètement, disons, pas dérisoires et abandonnés, mais où on se dit, waouh, j'ai appris quelque chose ce soir. Et c'était pas du tout craché comme les IA peuvent faire. C'est vrai que je repense à quelque chose qui n'a rien à voir avec la discussion, bien sûr, les annales de chimie, qui remontent à Mathusalem. Il notait des trucs que nous, à l'heure actuelle, on note plus. Oui.
Mais c'est pour ça d'ailleurs que ça m'a tenu à cœur quand mon grand-père est décédé, j'ai gardé toutes ces annales encyclopédiques. Parce que même si les données sont pas à jour, ça m'intéresse de savoir comment on pensait à une certaine époque et quels étaient les savoirs d'une époque. Ça reste quand même un cliché hyper intéressant de l'histoire. Et aussi comment c'était la vie, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas dans les livres d'histoire. Et oui. Et puis voilà. De toute façon, l'histoire, ce n'est qu'une version. Oui. Où on peut te suivre sur les réseaux. Alors, je suis sur Instagram, Yelena.autrice. Je suis également sur TikTok, Yelena.autrice. J'ai eu fut un temps une page Facebook, mais qui est moribonde à ce jour. Donc, ça sera principalement Instagram et TikTok pour mes réseaux sociaux. D'accord. Est-ce que tu souhaites rajouter autre chose à l'interview? Non, un grand plaisir et merci de m'avoir consacré ce temps-là.